Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Aujourd'hui, je vous amène dans un monde fantastique, l'univers de Set a Watch. Dans Set a Watch, les joueurs sont dans le fond des sentinelles, des gardes, des aventuriers qui vont explorer différents lieux pour combattre les forces du mal, éventuellement empêcher des anciens grands damnés de se réveiller et de détruire le monde. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, ça va durer environ 45 minutes, 1 heure une partie. C'est un jeu qui a été fait par Rock Manor Games, les mêmes qui avaient fait un jeu que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Maximum Apocalypse. Fait que sans plus tarder, je vous montre comment on installait ça et ce que j'en pense. Donc pour la mise en place de Set a Watch, la première chose qu'on va faire, c'est particulier pour ce jeu-là, on va prendre notre boîte du jeu Set a Watch, on va l'ouvrir, et une fois qu'on l'a vidé de son matériel, ben, ça devient notre plateau de jeu. Fait qu'on va se garder ça quelque part proche de chacun des joueurs. Sur le plateau de jeu, on a ici l'intensité du feu du campement duquel on s'occupe. On va toujours commencer avec une intensité de 7 juste ici. Ensuite, on va aller avoir à préparer notre paquet de lieux, les lieux qu'on va avoir à visiter pendant la partie. Qu'on a des cartes qui ont ce dos-là, qui sont tous les lieux de la partie. On va aller retirer du paquet tous les lieux qui sont indiqués de repos, qui ont un petit symbole de tente, et le lieu final qui est indiqué avec la forteresse. On va les enlever de ce paquet-là, et dans le paquet restant, on va simplement brasser ça. On va en piger 8. En dessous de ces 8-là, on va mettre notre forteresse. Et là, on a notre paquet de lieux qu'on va avoir exploré qui est annoncé. On va révéler la première carte lieu. Qu'on va aller placer juste ici. Fait qu'on a 8 cartes ici avec notre forteresse en dessous, notre premier lieu qu'on va avoir visité. Les 4 cartes repos restantes, toujours indiquées avec ceci, on les mélange avec le reste du paquet. Tout simplement, on mélange ça rapidement, puis on va aller les placer dans la pile de lieux inutilisés qui est juste ici. Fait que ça, c'est pour notre paquet lieux. Ensuite, on va avoir à se préparer un paquet de cartes damnées. Ce sont des cartes créatures qui sont identifiées avec les mots-clés damnées juste en dessous. Fait qu'on les met de côté au début de la partie. On les brasse. On va en mettre une dans notre horde. La horde qui est juste ici. Fait qu'on va en placer une au hasard. Dans le reste du paquet, on en prend 7. On les tourne pour voir la première. On se met ça proche de notre zone de jeu. Le restant du paquet, il est défaussé. On va avoir à se fixer notre niveau de difficulté. Le niveau de difficulté, il est fixé par le nombre de cartes invocation qu'on va mettre dans notre paquet. Fait que facile, moyen, difficile, très difficile. Disons qu'on se fait une partie normale. On va avoir à placer 2 cartes invocation dans un paquet de cartes créatures. Dans notre paquet de cartes créatures, on va aller se piger 30 cartes qu'on va se faire. Là, je le fais à peu près. Disons que j'ai 30 cartes. On va se séparer en autant de paquets à peu près égaux, dis-je, du nombre de cartes invocation qu'on a. On va brasser une carte invocation dans chacun des paquets. On va empiler ça en commençant par les plus petits paquets en dernier si on a plus que 2 cartes d'invocation. Et on a notre paquet de cartes créatures. Mise en place du plateau, c'est terminé. Il va rester à faire la mise en place de chacun des joueurs. Les joueurs vont avoir à aller se chercher dans un paquet de cartes personnages les personnages qu'ils veulent utiliser pour cette partie-là. Il y a 6 personnages dans le jeu de base, 8 si on a la version Kickstarter. Fait que disons que je prends les 4 premiers personnages sur le dessus du paquet. Fait que j'ai la dompteuse, la voleuse, le barde et la chevaleresse. Ça, c'est justement les 2 personnages de l'édition Kickstarter. Pour l'instant, ce qu'on retient, c'est que les personnages vont avoir une série de cartes qu'ils vont avoir à se prendre. Et chaque joueur va avoir une petite pile de cartes comme ça. Fait que moi, j'ai choisi la dompteuse. Fait que je vais aller chercher les piles de cartes de la dompteuse. Elle en a 5. Ça représente ses aptitudes qu'elle va avoir pendant la partie. Et pour savoir avec lesquelles on commence, on fait simplement en piger 3 au hasard. Sur les 3, on en prend une au hasard qui va commencer épuisée. Et on les place sur la fiche du personnage comme ça. Je précise, et là c'est particulier de ce jeu-là, peu importe le nombre de joueurs qu'on a, on va avoir à jouer avec
4 personnages. C'est particulier à ce jeu-là, même si on joue à 3 ou à 2, les joueurs vont avoir à se prendre plus qu'un personnage, parce qu'il y en a toujours 4 qui vont être en jeu. Fait que là, ici, je prends mes cartes, mon clair va commencer comme ça, j'ai changé un petit peu les personnages. Mais ma mise en place, ça va ressembler à ça au début de la partie. Fait que j'ai mes 4 personnages. Dernière chose qui reste à faire, c'est distribuer les dés aux personnages. Pour savoir quel personnage a quel dé, la couleur n'est pas importante, mais le type de dé l'est. Ça va être indiqué dans le haut de la fiche comme ça. Fait que certains personnages, ceux qui sont sur fond rouge, vont utiliser des D6. D'autres personnages, ceux qui sont sur fond bleu, vont utiliser des D8. Fait qu'on va tout simplement donner une série de dés à chaque joueur selon le type de dés qu'il va utiliser. Il n'y a pas de restriction sur le nombre de personnages à D8 ou à D6 qu'on a dans une partie. Puis quand tous les joueurs ont leur dés, ben, on est prêt à commencer la partie. D'abord, première chose, comment gagne-t-on, perd-on à Set a Watch? Ben, pour la victoire, c'est facile. On doit, dans le fond, la thématique, c'est qu'on doit explorer et sécuriser une série de lieux. Il y en a 9 dans le jeu. Certains ont été tirés au hasard. Il y en a un qui est fixe dans le jeu de base. On doit explorer une série de lieux et vaincre les damnés et les monstres qui se trouvent pour gagner la partie. À la fin du dernier tour de jeu, on doit tout simplement survivre un dernier tour de jeu. Fait que le dernier tour de jeu devient une espèce de tower defense. Si on survit au dernier tour de jeu puis qu'il y a au moins un de nos aventuriers qui est encore actif, et par être actif, je veux dire il a encore au moins l'une de ses capacités qui n'est pas épuisée, ce personnage est encore actif, ben on va gagner la partie. Si tous les personnages à un certain moment dans le jeu ont leurs 3 cartes épuisées, ben la partie est perdue. Et si on doit piger un damné de la pile des damnés, mais qu'il n'y en a plus dans la pile, la partie est également perdue. C'est comme ça qu'on va gagner ou perdre à Set a Watch. Donc maintenant, pour le tour de jeu, comment ça fonctionne? Ben, premièrement, on a une aide-mémoire qui est très pratique, qui est juste ici, qui est à l'endos de chacune des cartes personnages non utilisées. Fait que dans ma partie, j'ai pas installé la voleuse. Donc, je peux utiliser l'aide de jeu qui est de côté et qui est à l'arrière pour me rappeler comment ça fonctionne un tour de jeu. Fait que, premièrement, le tour de jeu est divisé en 5 phases. Première phase, on va avoir à révéler le prochain lieu. Révéler le prochain lieu, ça veut dire qu'on va prendre la première carte du lieu qui est ici puis la révéler ici. Initialement, dans la mise en place initiale, le premier lieu est déjà révélé. Fait qu'on va sauter cette phase-là dans le premier tour de jeu. Mais à partir du deuxième tour de jeu, on va avoir révélé une carte lieu à tous les tours. Comment ça fonctionne une carte lieu? Il y a 3 informations, à part le nom. Il y a l'intensité de notre feu qui va diminuer de cette valeur-là. Fait que notre feu baisserait de 2. Comme je l'ai dit dans le placement initial, notre feu commence toujours à 7. Fait que le premier tour de jeu, on va ignorer cette valeur-là. Mais au prochain tour de jeu, quand je révélerai cette carte-là, ben, le feu va baisser de 4. Information que je n'aurai qu'au début du prochain tour, évidemment. Je vais avoir une capacité qui va s'activer, qui peut être positive ou négative. Généralement, les capacités sont négatives. Et je vais avoir ici le nombre de monstres qu'on va avoir à combattre ce tour-là. Que nous vainquions ou non ces monstres-là, on va passer au prochain tour de jeu. Au prochain lieu, plutôt au prochain tour de jeu. Quand on a révélé notre carte lieu, tous les personnages vont avoir à lancer leur dés. Fait qu'on va tout simplement lancer, chaque personnage va lancer ses 3 dés qui lui sont alignés et les garder proches de sa fiche. Et avec ces dés-là, il va pouvoir faire des actions pendant le tour en cours. Quand cela est fait, ben, on peut passer à choisir la phase 3, c'est-à-dire choisir un joueur qui va rester au campement. Ça, choisir un joueur qui va rester au campement, on va avoir à désigner l'un des joueurs. Chaque joueur va avoir à faire la phase de campement 2 fois pendant la partie. Il y a 9 tours de jeu dans une partie. Le 9e tour de jeu, tous les joueurs vont avoir à aller combattre les monstres qui vont être au lieu qui a été révélé. Mais les 8 premiers tours de jeu, il va toujours avoir l'un des 4 aventuriers qui reste au campement pour s'en occuper. Dans la partie, chaque joueur va avoir à le faire 2 fois. Pour se rappeler qu'il le fait, on a des petits jetons comme ça, x1 d'un côté, x2 de l'autre côté. Fait que disons que ce tour-ci, le clair décide qu'il reste au campement. Ben, il va mettre son petit x1 sur sa fiche. La prochaine fois qu'il y ira, il va mettre son x2 de l'autre côté. Et il ne pourra plus y aller s'occuper du campement le reste de la partie. Et il y a évidemment un jeton pour chacun des joueurs au fur et à mesure que les joueurs décident d'aller s'occuper du campement. Comment ça fonctionne, s'occuper du campement? C'est relativement simple. Dès qu'on a choisi qui va s'occuper du campement, avant de révéler les monstres ou quoi que ce soit qu'on va avoir dans ce tour-là, le joueur va avoir à faire la petite phase de campement qui est indiquée ici, puis il va la faire seul. Il peut évidemment s'aider, demander conseil aux autres joueurs, leur demander des suggestions, mais il va avoir à la faire quand même seul.
Fait que la façon dont ça fonctionne, première chose qu'il va avoir à faire, il va rafraîchir l'une de ses cartes. Fait que dans mon placement initial, le clair, il y avait cette carte-là qui était épuisée. Maintenant, il va pouvoir la tourner de côté. Toutes ses capacités vont être disponibles la prochaine fois que lui va aller combattre des monstres. Ensuite, il va utiliser les 3 dés qu'il a roulés. Et dans son cas, il a roulé un double 1 et un 6. Et il va les utiliser pour accomplir différentes actions à l'intérieur du campement. Et les actions sont imprimées directement sur le plateau. Quelles sont-elles? Ici, je vais avoir l'action de couper du bois. Pour chaque dé qu'il assigne à cette action-là, il va pouvoir augmenter la valeur du feu de 2. J'expliquerai dans quelques instants le feu sert à quoi. Autre action qu'il peut faire, il pourrait faire l'action de soigner. On voit ici que je dois mettre exactement un 6 ou une valeur plus élevée pour les personnages qui ont des D8 sur la case soigner. S'il soigne, il peut se soigner soit lui d'une capacité supplémentaire s'il en avait 2 d'épuisés, ou il pourrait soigner également l'un des sentinelles qui va avoir combattre des monstres aussi. Autre action qu'on peut faire, pour un dé de n'importe quelle valeur, on peut aller s'équiper. S'équiper, ça veut dire que le clerc pourrait regarder les 2 cartes qui ont été mises de côté dans la mise en place initiale, les cartes d'aptitude qu'il ne peut pas utiliser, mais il pourrait décider d'en prendre une et de la changer avec l'une des cartes qu'il a déjà sur son plateau. Je précise qu'il va la changer dans le même état. S'il avait enlevé une carte qui était épuisée, il aurait dû faire rentrer une carte qui était également sur son côté épuisée. Dans son cas, il a fait rentrer une carte qui n'était pas épuisée, donc il la remplace par une carte qui n'est pas épuisée non plus. On a également l'option ici d'aller observer. On voit qu'on peut le faire jusqu'à 3 fois. La première fois qu'on observe, on va aller piger les 2 premières cartes du paquet monstre, puis on va pouvoir les réorganiser, soit les mettre sur le dessus du paquet, soit les mettre en dessous du paquet, comme on veut, selon les différentes aptitudes que les joueurs qui vont avoir à les affronter ont. Je peux faire l'action d'observer plusieurs fois, fait que disons que je n'aimais pas ces 2 cartes-là, je les ai remis en dessous du paquet. Je pourrais la faire une deuxième fois, mais je dois toujours y aller avec un dé qui est supérieur au dé qui a déjà été placé. Fait que dans ce cas-ci, en ayant un double 1 et un 6, mon prêtre ne pourrait le faire qu'un maximum de 2 fois. Finalement, on peut aller activer, avant de dire je vais l'activer, on peut aller planifier. Si on va planifier, je dois placer un dé d'une valeur de 4 ou plus, je vais aller là. Je vais piger la première carte du lieu, fait que le prochain lieu que j'aurai affronté. Je vais piger la première carte du paquet de cartes de lieux inutilisés que je n'ai pas, je ne prends pas pour la partie. Et là, je vais aller décider lequel de ces lieux-là on va avoir affronté au prochain tour. Disons que je décide de le changer. Je prends ce lieu-ci. C'est donc ça mon prochain lieu. Et cette carte-là va aller en dessous du paquet des cartes des lieux inutilisés. On s'en servira finalement pas. Dernière option que j'ai, je peux aller activer les runes qui sont à l'endos des cartes lieux. On voit ici que si on regarde la carte plus attentivement, on a des petits mots-clés dessus. Vaincre, soutenir, sceller. Si je m'en vais activer ces lieux-là, ces affaires-là, je dois y aller en mettant au minimum des doubles. C'est ça qui est particulier des runes. Ce qui est le cas de mon prêtre. Fait qu'en mettant des doubles, il pourrait décider d'activer 2 des 3 lieux. Le seul moyen d'activer les 3 lieux le même tour, c'est si j'avais roulé un triple, je pourrais activer les 3 runes du lieu dans un même tour de jeu. Que font les dites runes? Si je réussis à mettre un dé sur la case soutenir, je vais donner une chance de relancer tous ces dés à un aventurier, à tous les aventuriers en fait, pendant la phase de combat qui va suivre. Si je réussis à mettre un dé sur la case vaincre, ça veut dire que je vais aller prendre la première carte de la pile de la horde. Dans ce cas-ci, on sait que c'est un damné parce que c'est la seule carte qu'on a mis dessus. Et on va la sortir du jeu. Elle s'en va, ce damné-là, cette horde-là est réduite pour le moment où on aura à l'affronter. Et finalement, il y a l'action sceller. C'est l'action peut-être la plus complexe de cette partie-là du jeu. C'est qu'éventuellement, au fur et à mesure qu'on combat des monstres, on va se faire un cimetière quelque part. Fait qu'il va y avoir des monstres qui seront défaussés, qui seront morts. Et de temps en temps, il y a certaines cartes, les cartes d'invocation, vont nous faire apparaître des damnés que nous allons vaincre et qui vont également s'en aller au cimetière. Puis à partir de ce moment-là, si on a rabrassé notre paquet de cartes créatures, les damnés vont faire partie du paquet de cartes créatures. Et si on repige des cartes d'invocation, ça va être des nouveaux damnés qu'on va avoir affrontés, qu'on va éventuellement envoyer dans notre défausse. Fait qu'il va y avoir de plus en plus de damnés dans notre défausse, donc le jeu va être de plus en plus difficile. L'action scellée, si je réussis à la faire, me permet d'aller choisir un damné de mon choix. Disons que je prendrais l'hydre.
Je vais choisir un damné de mon choix et je le remets sur le dessus de la pile des damnés. Fait que je sais qu'il va revenir éventuellement avec une carte d'invocation, mais il y en a moins dans mon paquet de cartes créatures, fait que le jeu est un petit peu plus facile. Puis on n'oublie pas que si on épuise cette pile de cartes-là au complet, la partie est également terminée. Fait que ça fait vraiment le tour pour la phase de campement en tant que tel. Et ce joueur-là, quand il a fini d'utiliser tous ses dés, il peut les laisser sur le plateau ou les ramener sur sa fiche, mais lui ne passera pas à la phase de combat. La phase de combat qui s'appelle la phase de guet, que je vous explique à l'instant. Dans la phase de guet, là on sait que mon prêtre n'y participera pas parce qu'il a fait, lui, disons, l'action soigner et il a fait l'action vaincre et l'action soutenir. Donc lui, sa phase de campement, elle est faite. Les 3 aventuriers restants vont avoir affronté une série de monstres. Le nombre de monstres qu'on va avoir affronté, il est représenté sur la carte lieu du lieu sur lequel on se trouve. Fait que dans ce cas-ci, je vais avoir à placer 6 cartes en ligne pour représenter la vague de monstres qui tentent de venir détruire notre campement. Et on va révéler ces monstres-là pour tenter de les vaincre un à un. On va révéler les monstres en fonction de la puissance de notre feu. On va ici sur notre plateau de jeu principal, j'ai un 1 qui est imprimé ici, un 2 juste là et un 3 juste ici. Ce qui veut dire qu'avec un feu d'une valeur de 7, on révèle 2 cartes. On va révéler les 2 premières cartes de la pile. Certaines cartes, quel bon exemple, certaines cartes vont avoir une capacité révélée. Par exemple, si j'avais révélé cette carte-là, on m'aurait dit échange-la avec la première carte au-dessus du cimetière. Certaines cartes vont avoir des capacités si elles sont en première position. Donc, si j'avais révélé une carte ici qui est en première position, j'aurais activé sa capacité. Et finalement, je suis content de l'avoir obtenu tout de suite, il y a finalement les cartes invocation. Les cartes invocation sont des cartes particulières. Dès qu'elles sont révélées, et on ne peut pas annuler cet effet-là, dès qu'elles sont révélées, on dit épuiser immédiatement une carte capacité. Donc, on épuise immédiatement une carte capacité. On envoie l'invocation dans la défausse et on la remplace par le premier damné de la pile des damnés. Une fois qu'on a révélé notre nombre de cartes, les joueurs peuvent commencer à utiliser leur dés. Ils peuvent utiliser leur dés de 2 façons. Ils peuvent faire des attaques directes, ça veut dire qu'un joueur seul, ou en utilisant plusieurs de ses dés, ou en se combinant avec un autre joueur, disons que ces 2 joueurs-là se mettent ensemble pour faire un 9. En faisant une attaque directe, on peut tout simplement attribuer les dés à un monstre et l'attaquer. Si on égalise sa vigueur, qui est le chiffre en haut à droite de la carte, on va vaincre ce monstre-là. On peut attaquer les monstres qui sont en 2e position seulement si on a une icône d'arc en bas à droite de sa fiche. On voit que mon guerrier, lui, ne peut attaquer que la première carte. L'archer et la dompteuse peuvent attaquer l'une des 2 premières cartes. Et même si j'avais eu un feu plus puissant, donc on aurait révélé une 3e créature, le serpent de feu, les joueurs qui ont une portée ne peuvent quand même attaquer que les 2 premières cartes. Donc, après, c'est de résoudre le puzzle qui est devant soi. Fait qu'en utilisant nos dés, on peut, comme je dis, c'est combiner pour faire une attaque directe. Fait que disons que ces 2 joueurs-là combinent pour tuer le premier monstre. Fait que ce dé-là est épuisé, ce dé-là est épuisé, ce monstre-là est envoyé au cimetière. On avance. Là, comme j'ai triché puis que mon feu est rendu à une valeur de 3, on révèle la première carte. C'est un acolyte. Il me dit, quand je le révèle, on pige une créature et on l'ajoute à la horde. Je pige une créature, je l'ajoute à la horde et un effet supplémentaire, c'est en première position. Je tenterai donc de le tuer avant qu'il se rende en première position. Fait que ça, c'est pour les attaques directes. On fait juste combiner nos dés puis on les place sur les monstres qu'on veut attaquer. On peut aussi activer des capacités. Par exemple, mon guerrier ici a la capacité Fléau des géants. Fait que jusqu'à la fin du tour, tous les dés des aventuriers assignés à des créatures ayant une vigueur de 10 ou plus sont doublés. Ai-je une créature qui a une valeur de 10 ou plus? On me dit que mon serpent de feu a une vigueur égale à la valeur du feu. Mon feu est présentement à 13, donc j'ai une créature qui a 10 ou plus ici. Mon guerrier se dit, il me reste juste mon petit 1, ça ne sert pas à grand chose. Il peut attribuer un dé à l'une de ses capacités pour l'activer, peu importe la valeur du dé. Fait qu'à partir de maintenant, comme mon feu il est à 13, ici, ma dompteuse, elle a un 7. Si on l'assigne sur une créature qui a une valeur de 10 ou plus, elle est doublée. Fait qu'il pourrait dire, ce 7 devient un 14. Mon serpent de feu est tué, ce dé-là est dépassé. On baisse la pile, on tire une 3e carte. Fait que si c'est en première position, il se passe quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Puis ensuite, on va tout simplement continuer comme ça. Par exemple,
le voleur, l'archer ici pourrait assigner un dé à cette capacité-là pour tuer une carte qui n'est pas encore révélée. Fait qu'il va révéler cette carte-là, le dragon ardent est mort. Il l'a tué automatiquement. Puis on va continuer comme ça en assignant nos dés. Disons, pour aller rapidement, j'ai un 6 et un 7 ici, j'ai un 6, il y a différents effets qu'on peut faire. Disons qu'on réussit à tuer ces deux cartes-là en utilisant tous les dés de différentes façons. À la fin du tour, tous les joueurs ont utilisé leurs dés et il reste encore cette carte-là. Mais là, on a deux possibilités. Les joueurs peuvent quand même utiliser des capacités sans assigner des dés. Pour ce faire, ils vont épuiser la capacité. Fait qu'on pourrait dire, j'épuise cette capacité-là pour activer cette habileté-là. Peut-être qu'elle me sera utile pour tuer le monstre qui est là. Et on peut même activer une habileté, même s'il y avait un dé dessus, on peut l'activer une deuxième fois en tournant la carte, en épuisant la carte sous laquelle il y a le dé. Mais disons qu'on ne réussit quand même pas à tuer le monstre avec ces différentes possibilités-là. Ben là, à la fin du jeu, ce qui va se passer, c'est que ce monstre-là, à la fin d'un tour de jeu, il va nous faire des dégâts équivalents à sa valeur. Dans ce cas-ci, il nous ferait 3 de dégâts, ce qui veut dire que collectivement, on doit épuiser 3 capacités. C'est comme ça que les dégâts sont représentés. Et ce monstre-là, après, est ajouté à la horde. Et ça met fin à un tour de jeu qui aurait été désastreux dans ce cas-ci, étant donné qu'on a 2 joueurs déjà complètement épuisés après le premier tour de jeu. Fait que les monstres qu'on ne bat pas nous font des dégâts selon la valeur qui est indiquée en haut à gauche. Fait que s'il nous reste juste ces deux monstres-là puis qu'on est capable d'en battre juste un des deux, on est beaucoup mieux de battre lui que lui. Lui va nous épuiser seulement une carte. Et les monstres invaincus s'en vont s'ajouter à la horde. Puis ça met fin à un tour de jeu. Quand le tour de jeu est terminé, tout le monde récupère ses dés qu'on ramène sur sa fiche ou près de sa fiche. On tourne la prochaine carte de lieu. Et là, on voit mon feu va baisser de 2 pour le prochain lieu. J'aurai à affronter 7 monstres et tous les dragons vont avoir une vigueur réduite de 2 pour ce tour-ci. Et on commence un nouveau tour de jeu. Donc on désigne l'un des joueurs, là, probablement qu'on enverrait un de ces deux-là parce qu'ils sont vraiment maganés. Disons qu'on tous les joueurs vont avoir à lancer leur dé pour le tour suivant, comme ça ici. Et on va désigner un des joueurs qui va aller au campement. Je vais me rendre jusqu'à la prochaine phase de guet. Fait que disons que cette fois-ci, on envoie le guerrier au campement. Dès qu'il s'en va au campement, il commence par se rafraîchir une capacité. On n'oublie pas de mettre son jeton montrant qu'il est au campement une fois. Et là, il va utiliser les capacités du campement. Je précise que si un joueur, au début de la phase de guet, a ses 3 capacités épuisées, il ne pourra pas participer à cette phase de guet-là. Dans ce cas-ci, mon guerrier va probablement vouloir prendre l'action soigner pour réactiver l'une des capacités de l'archère pour que l'archère puisse participer à la phase de guet, parce que sinon, ils ne seront que 2 à participer à la phase de guet. Dernière information sur le tour de jeu. Chaque joueur a une capacité spéciale quand il s'en va au campement. Elle est inscrite sur sa fiche. Fait qu'on voit ici mon guerrier est un bûcheron. Lui, quand il fait l'action de faire du bois, il augmente le feu de camp de 4 au lieu de 2. Mon clerc, par exemple, lui, c'est un prêtre. Fait que lui, il peut utiliser un dé de 4 ou plus pour rafraîchir une capacité épuisée d'un aventurier, au lieu d'utiliser un 6 quand il utilise soigner. S'il soigne quelqu'un d'autre, il a besoin juste d'un 4 ou plus. Ainsi de suite, fait que chacun a sa petite capacité. Fait qu'on va continuer comme ça, nos tours de jeu. Là, ensuite, le guerrier aurait à faire quelques actions ici, va couper du feu, lui monte de 4, ainsi de suite. On va révéler les 7 prochaines cartes monstres, puis on va continuer comme ça. Si à un moment donné, il n'y a plus de cartes monstres disponibles, on fait tout simplement rebrasser tout le paquet. Fait que là, on se rappelle que nos cartes invocation, initialement, ils étaient relativement séparées dans 4 paquets différents. Là, maintenant, elles peuvent être toutes mélangées très proches d'une autre. Et les données qu'on n'a pas réussi à ramener sur le dessus de la pile sont maintenant brassées là-dedans. Puis on continue comme ça. Quand on arrive au dernier tour de jeu, le dernier tour de jeu, normalement, chacun des joueurs va avoir un jeton x2 montrant qu'il est au campement 2 fois pendant la partie. Le dernier tour de jeu, c'est le 9e. Tous les joueurs vont y aller. Le feu va baisser de valeur de 2. On va avoir à affronter 9 monstres. Et à la suite des 9 monstres, on va ajouter tous les monstres qui sont dans la horde. Fait que plus on a une horde massive, comme là dans mon exemple actuel, j'ai 3 cartes dans ma horde. Fait que le dernier tour de jeu, j'aurai affronté 12 monstres.
Et si pendant le dernier tour de jeu, il y a des capacités spéciales qui se déclenchent qui ajoutent des monstres à la horde, on fait tout simplement les piger et on les assigne à la suite de la liste de monstres qu'on est en train d'affronter. On se précise aussi que le dernier tour de jeu, on peut toujours épuiser des capacités pour augmenter le feu de camp de 3. Normalement, on peut toujours épuiser une capacité pendant la phase de guet pour augmenter le feu de camp de 2 si on est mal pris, parce que le feu ne peut pas se rendre à 0. Cela étant dit, à la fin du dernier tour de jeu, si on a au moins un personnage qui a survécu à la dernière vague, fait que si on a au moins un personnage qui a encore l'une de ses capacités activées, on gagne la partie. Si tous nos personnages ont toutes leurs capacités désactivées, défaussées à la fin du dernier tour de jeu, ben on a perdu la partie et ça fait le tour de Set a Watch. Donc voilà, c'était Set a Watch. J'espère que les explications vous ont satisfait. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Ben, premièrement, au niveau des composantes, c'est un jeu que je trouve très mignon. Ma composante préférée, c'est probablement la boîte, parce que c'est la première fois que je vois ça. Pas la première fois, mais c'est rare. La boîte sert de plateau de jeu pour la phase de campement, ce que je trouve très sympathique. J'aurais peut-être aimé que l'intérieur de la boîte, tant qu'à ça, soit arrangé pour que les cartes tiennent comme il faut pendant la partie et qu'on puisse peut-être juste une petite affaire plus large pour qu'on puisse l'avoir, notre pile de créatures, tant qu'à avoir des paquets de cartes à côté et des paquets de cartes à l'intérieur. Mais sinon, ça, c'est super sympathique. Fait que le reste, la qualité des cartes est correcte, sans être extraordinaire. 7 de dés, c'est super, sont corrects. Si on a la version Kickstarter, il manque 2 sets de dés. Il n'y en a pas suffisamment. Si on décide de jouer 4 personnages en D6, il n'y a pas 4 sets de 3 dés. Ça, je trouve ça dommage. Même chose si on décide de jouer les 4 personnages qui sont en D8. Parce que dans la version de base, il y a 6 personnages. Ils ont chacun leur set de dés, mais ils n'ont pas rajouté de set de dés pour les nouveaux personnages. Fait qu'il faut s'arranger pour pas que ça arrive, mais des petits défauts mineurs. Dans les défauts, la variété des lieux, c'est bien, mais il y a juste un lieu final. Ça aurait été le fun qu'il y en ait plusieurs, puis qu'on puisse en piger un au hasard, puis que ça soit pas toujours le même dernier lieu. Ça, c'est un petit peu dommage. Le graphisme du jeu est correct, est bien réussi sans être extraordinaire, mais il est quand même très bien. Son plus gros défaut, c'est vraiment le fait qu'il soit si générique. On a un guerrier, un voleur, un chevalier, une chevaleresse, une dompteuse, un clerc, l'archère. Fait qu'on a tout très classique. Les monstres, c'est un loup, un ours, un aigle, un squelette, un vampire, un dragon. Fait qu'on est dans le gros générique, très 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 générique. Fait que le lore du jeu, là, l'espèce d'univers thématique du jeu attire pas vraiment l'intérêt. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être des policiers qui courent qui survivent après des bandits. Ça aurait pu être un jeu de guerre. Ça aurait pu être absolument n'importe quoi, ce que je trouve un petit peu dommage parce que j'aurais aimé qu'on pousse un peu plus l'aspect thématique du jeu. Cela étant dit, pour les composantes, fait que c'est un jeu qui est correct au niveau des composantes, rien d'extraordinaire à part la boîte elle-même, mais sinon ça fait la job. Au niveau des mécaniques, j'ai été quand même assez agréablement surpris du jeu. Sans qu'il soit extraordinaire, il est quand même très bien. Ça reste un jeu où la mécanique principale tourne autour des dés qu'on lance. Là où il réussit, fait que les joueurs qui roulent juste des 1 ne triperont pas sur ce jeu-là, évidemment. Par contre, ils réussissent à mitiger ça un petit peu avec les capacités que les personnages ont, parce que je peux attribuer un dé de la valeur de mon choix pour activer l'une de mes capacités. Ce qui veut dire que si je roule juste des mauvais dés, ben, je peux au moins me servir de mes différentes capacités puis aider mes alliés à vaincre les monstres pendant ce tour-ci. Ça, c'est très intéressant. C'est aussi intéressant que si on est mal pris, ben là, on peut décider d'épuiser une de nos capacités, on pourrait plus s'en servir le tour suivant, mais on peut l'utiliser une fois de plus, fait que ça va permettre de tuer un autre monstre ou de permettre à un allié de tuer un autre monstre pour finaliser ce tour-ci, alors quand on est mal pris pendant un tour de jeu. Ça aussi, c'est intéressant. La phase du campement, je trouve l'idée est bonne sur papier, mais concrètement, ce que ça fait, c'est qu'il y a un joueur, à tous les tours de jeu, il y a un joueur qui joue tout seul pendant 2 minutes, puis les trois autres joueurs jouent ensemble pendant 5 minutes. Le tour suivant, ben, c'est un autre joueur qui joue tout seul pendant 2 minutes, puis les 3 autres jouent ensemble pendant 5 minutes, puis ainsi de suite. C'est sûr qu'on se consulte, puis on se parle, puis on se suggère des choses, mais la thématique, concrètement, ça fait quelque chose d'un peu étrange. Fait que moi, je trouve, là où j'ai trouvé que le jeu a shiné, c'est quand on joue à 2. Parce qu'il y a toujours 4 personnages. Donc, quand on joue à 2, on en contrôle chacun 2.
ce qui veut dire qu'à tous les tours de jeu, les 2 joueurs sont impliqués dans la phase de guet. Ce qui n'est pas le cas si on joue à 3 ou à 4, c'est quand même elle la phase la plus importante, parce que la phase de campement, des fois, on est mal pris avec le feu, le joueur dit je fais 3 actions de feu, ça fait plus 6 au feu, c'est réglé, ça a pris 5 secondes. Puis là, pendant 10 minutes, les 3 autres joueurs se cassent la tête avec leur dé pour savoir comment ils peuvent réussir à vaincre les monstres qui sont là. Fait que ça, je trouve cette espèce de déconnexion-là entre la phase de campement et la phase de guet est un peu étrange, même si je trouve que l'idée est bonne sur papier. C'est pas mon idée, c'est pas l'idée que j'ai vue la plus efficace dans un jeu. Ça cause une petite distance entre le joueur qui fait le campement et le joueur qui fait les joueurs qui font la phase de guet. Pour cette raison-là, que ça soit en solo ou à 2, je trouve que le jeu brille un petit peu davantage parce que là, tout le monde est impliqué dans la phase de guet qui est la phase la plus importante du jeu. Évidemment. Autre chose, là, j'ai pas encore assez joué pour l'expérimenter à fond, mais j'ai l'impression qu'il y a un débalancement dans la force entre les personnages. Par exemple, la dompteuse a des capacités qui lui permettent de prendre possession des créatures de la forêt. Fait que si on croise un ours ou un aigle, elle en prend possession et elle peut utiliser cette créature-là comme un dé. Fait que ça lui permet d'éliminer une créature sans, entre guillemets, sans utiliser de dé. Parce que si le loup il a disons une force de 5, elle peut prendre son dé qu'elle a roulé un 2, elle active sa capacité, elle prend le loup devant elle, puis là maintenant elle peut dépenser le loup comme un dé d'une valeur de 5. Fait que non seulement elle a réduit la ligne, mais elle se donne un dé supplémentaire, elle l'a fait sans utiliser de dé. Alors que le voleur, ses capacités, peut dépenser un dé pour pouvoir faire des attaques à distance pendant un tour, puis mettre un de ses dés sur une valeur maximale, mais là, ça veut dire qu'il utilise 2 dés pour pouvoir attaquer une fois à une case de 2, puis il y a des D6, fait qu'il faut pas que ce soit un monstre très fort. Ça me semblait débalancé. Juste la chevaleresse, on n'est pas passé proche de perdre une partie à chaque fois que la chevaleresse est impliquée. Particulièrement, il y a une partie qu'on avait la chevaleresse puis le barde qui sont selon moi 2 des personnages les plus forts du jeu dans la même partie, puis sont très 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 forts en combinaison ensemble. Alors que d'autres personnages n'offrent pas cette impression-là. J'ai l'impression qu'il y a un petit débalancement dans les personnages du jeu. Peut-être que le temps me prouvera que j'ai tort, mais pour l'instant, c'est l'impression que j'ai. Cela étant dit, ça reste une mécanique que j'ai trouvée super intéressante, le fait de, quand on est impliqué dans la phase de guet, le fait d'essayer de résoudre un puzzle en utilisant les dés de tout le monde pour activer différentes capacités, puis combiner ça ensemble pour être capable de battre le plus de monde possible, pour qu'il te fasse le moins de dégâts possible, pour qu'on soit en forme pour le prochain tour. Fait que j'ai trouvé que la mécanique de puzzle qui est là est intéressante, était super bien. Il n'y a rien qui protège d'un éventuel alpha player parce que l'information est ouverte à tout le monde. Fait qu'il n'y a absolument rien qui protège d'un joueur de commencer à faire hey, toi, activer cette capacité-là, toi prends tes 2 dés, tu lui, toi fais ça, moi je vais faire ça. Il n'y a rien qui protège de ça, mais vous direz à ce joueur-là de se taire, puis ça devrait régler le problème. Donc, Set a Watch. Si vous aimez les bons jeux qu'on a à rouler des dés puis à assigner des dés pour faire différentes activités, différentes actions, vous devriez aimer ça. Si vous considérez que vous êtes malchanceux au dé puis vous ne roulez jamais l'affaire que vous avez besoin de rouler, vous n'aimerez pas ça. C'est un petit jeu coop qui dure un 15 minutes de trop. S'il aurait été parfait une trentaine de minutes, 30, 35, 40 minutes, mais là il s'étend des fois jusqu'à 1 heure, c'est un petit peu long. Mais sinon, c'est un beau petit jeu coop. Ça devrait pas être très cher quand ça va sortir en magasin. Je sais pas si c'est déjà sorti ou si ça sort bientôt. C'était à Gen Con. Moi, je l'ai reçu en version Kickstarter juste avant de partir pour Gen Con. Mais donc, c'est un beau petit produit. Si c'est en bas d'une quarantaine de dollars ou 35 $, il y a de quoi de. On peut avoir beaucoup de fun avec ce qui est à l'intérieur de ce boîte-là. J'espère qu'éventuellement, ils vont sortir quelques petites extensions pour améliorer la rejouabilité dans différents aspects du jeu, la variété dans les créatures, la variété dans les lieux, des trucs comme ça. Mais sinon, c'est une belle petite expérience. C'est pas un jeu extraordinaire, mais c'est un beau petit package. Là. C'est une belle petite affaire qu'on peut avoir bien du fun à jouer avec ça. Fait que, Set a Watch. Sur ce, comme à l'habitude, je vais vous inviter à venir vous abonner à notre page, à notre chaîne YouTube, dis-je. Vous pouvez venir nous visiter sur Facebook, Twitter et Instagram et évidemment nous laisser des dons sur Patreon. On apprécie toujours ces dons-là pour nous permettre à faire du contenu, à continuer à faire du contenu que l'on espère excellent. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. On se voit une prochaine fois et continuez à tenter de dénicher des jeux d'excellente qualité.